Cette capsule vise à présenter les résultats de la recherche intitulée Démarche de mise en valeur des pratiques de bientraitance ordinaire en milieu d'hébergement au Québec, un travail de mobilisation de tous les acteurs concernés qui a été mené entre janvier 2019 et juin 2021. Je m'appelle Anna Andrianova. Je suis présentement étudiante au doctorat à l'Université Laval et coordonnatrice de domaine d'expertise en proche-aidance au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale au CREGES. Je suis accompagnée de ma collègue, Madame Sandra Smil, qui est professionnelle de recherche et coordonnatrice de domaine d'expertise en vieillissement inclusif, diversité, santé et bien-être ou IDSB au CREGES. L'équipe de recherche, dirigée par Madame Sophie Etienne de l'Université Laval, comprenait 3 co-chercheurs, Messieurs Éric Gagnon, Madame Mélanie Couture et Monsieur François Aubry, une collaboratrice, Madame Sarita Israël, 3 professionnels de recherche, Madame Sandra Smil, Madame Jeanne Astrid Lépine et moi-même, et une étudiante, Madame Anne Mirand. Jusqu'à très récemment, la recherche et les politiques se concentraient sur la maltraitance des personnes âgées, tandis que la bientraitance n'était pas directement abordée. Dans le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées pour 2017-2022, le gouvernement du Québec a endossé la notion de bientraitance comme moyen d'améliorer les conditions de vie et de prévenir la maltraitance des aînés, notamment dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou CHSLD, les ressources intermédiaires ou ERI et les résidences privées pour aînés ou RPA. Dans ce plan d'action, nous pouvons lire que la bientraitance concerne le bien-être, le respect de la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et la sécurité de la personne. Elle s'exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité et des droits et libertés de la personne aînée. En 2018, un appel à projet de recherche a été lancé afin de documenter cette question. C'est notre proposition, démarche de mise en valeur des pratiques de bientraitance ordinaire en milieu d'hébergement au Québec, un travail de mobilisation de tous les acteurs concernés qui a été retenu et financé par le programme Action concertée du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Voici ce dont il sera question dans cette capsule. Les objectifs de la recherche, la méthodologie, la recension des écrits, la description des milieux à l'étude, la collecte des données, les résultats et les conclusions et pistes de solutions. Nous allons donc débuter avec les objectifs de la recherche. L'objectif général de cette recherche consistait à mettre en lumière les pratiques existantes de bientraitance ordinaire dans les CHSLD, ERI et RPA au Québec. Le terme pratique de bientraitance inclut l'ensemble des pratiques, actions, attitudes et comportements bientraitants. Par bientraitance ordinaire, il est entendu les attitudes ou actions quotidiennes qui ne disposent pas d'une grande visibilité, mais qui existent en dépit des contraintes organisationnelles, empêchant parfois leur mise en pratique continue et par tous. Par exemple, l'organisation des horaires en fonction des besoins des résidents, l'aménagement convivial de l'espace privé ou commun, les gestes ou paroles simples qui rassurent lors des soins d'hygiène, les façons particulières d'être en relation avec les proches aidants, l'organisation de fêtes, cérémonies ou autres activités collectives. Pour atteindre cet objectif général, les objectifs spécifiques de la recherche étaient d'approfondir notre compréhension de la bientraitance, ses formes et ses significations, ainsi que la pertinence du concept, de repérer les pratiques existantes de bientraitance dans les milieux d'hébergement, d'identifier les conditions gagnantes et les obstacles au développement des pratiques bientraitantes, afin de proposer une réflexion sur la mise en place, le maintien et la valorisation de ces pratiques au sein de CHSLD, ERI et RPA, ainsi que de valoriser ces pratiques et les personnels qui les adoptent en mettant en œuvre une démarche de leur mise en valeur. Ce projet s'agissait d'une recherche participative de nature qualitative par étude de cas multiples, ce qui sert à comprendre un phénomène en profondeur, en temps et en contexte de vie réelle pour en saisir toute la complexité et les conditions dans lesquelles il se déploie dans des milieux sélectionnés. Les cas à l'étude ont été sélectionnés sur la base d'un échantillonnage ciblé afin de tenir compte des différences de taille, de milieux socio-économiques et socio-démographiques, de culture organisationnelle et selon leur intérêt à participer à la démarche, évidemment.
Cette recherche participative a été inscrite à la perspective de l'éthique du care, qui tient compte de l'ensemble des gestes et des paroles visant le maintien de la vie et la dignité des personnes, et non pas uniquement les soins infirmiers et médicaux, en prêtant une attention particulière à la relation qui se noue entre la personne aidée et celle qui aide. Les questions de recherche du projet étaient 1. Quelles sont les pratiques de bientraitance envers les personnes aînées dans les milieux d'hébergement au Québec? Et 2. Comment reconnaître et surtout mettre en valeur ces pratiques? Afin d'approfondir les connaissances sur le sujet de la bientraitance en hébergement, nous avons réalisé une revue narrative des écrits, ce qui consiste en un survol des connaissances sur le sujet préparé de la littérature pertinente qui permet d'avoir un aperçu général de notre problématique. La stratégie de recension des écrits comportait 5 étapes. La première étape était une recherche sur les sites Internet. La deuxième étape était une consultation d'un essai de maîtrise québécois portant sur une recension d'écrits sur le concept de la bientraitance des aînés qui a été dirigé par Marie Beaulieu, le titulaire de la chaire de recherche contre la maltraitance envers les personnes âgées. La troisième étape était une recherche documentaire dans les bases de données de revues scientifiques. La quatrième était une consultation de la bibliographie transmise par les partenaires de l'action concertée de ce projet. Et cinquième étape était une recherche d'écrits supplémentaires, pour un total de 131 articles retenus pour la recension des écrits. Nous avons réalisé le projet dans 3 milieux d'hébergement. Le premier était le CHSLD de Baie-Saint-Paul, ce qui avait 103 résidents, principalement en perte d'autonomie importante ou non autonomes. Ce CHSLD a été désigné par la direction SAPA du CIUS de la capitale nationale pour représenter un milieu rural de taille moyenne. Le deuxième milieu était la RI, ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés à Trois-Rivières, où il y avait 41 résidents, principalement en perte d'autonomie modérée à sévère. Et le troisième milieu était le RPA Les Cotonniers à Saint-Marie de Valleyfield, où il y avait 82 résidents, principalement autonomes ou en légère perte d'autonomie. Et ces deux derniers milieux ont été proposés par l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, le RIC. Et finalement, nous avions en fait dans notre échantillon un CHSLD multiethnique, principalement anglophone, dans l'ouest de l'île de Montréal, au sein duquel notre démarche, à peine commencée en janvier 2020, a dû être abandonnée en raison de la COVID-19. Nous avons effectué 3 collectes de données suivant 3 principales méthodes. La première méthode était le World Café, qui est une méthode reconnue de consultation collective qui réunit environ 12 à 50 personnes et qui peut être l'objet d'une démarche continue intégrée aux activités d'un établissement, comme un milieu d'hébergement. La discussion de World Café, ça prend la forme d'un café afin d'ouvrir de nouvelles voies et sortir d'une logique de travail linéaire, car cette méthode permet en fait l'exploration collective de différentes idées et solutions face à des problèmes ou des enjeux ou défis afin de faire naître de nouvelles idées. Il y a 7 principes qui sous-tendent la méthode de World Café, dont définir le contexte de sa mise en place, ses objectifs, créer un espace accueillant de type café avec des tables rondes, une nappe, café, musique, lumière tamisée, etc. Troisième principe, c'est d'explorer des questions qui importent et dont les réponses inconnues à l'avance fera une réelle différence dans le milieu. Le quatrième, c'est d'encourager la contribution de chacun des participants du World Café. Le cinquième, c'est de lier les diverses perspectives des participants, on va dire le principe de pollinisation. Le sixième principe de cette méthode, c'est d'écouter pour se donner un aperçu global, cohérent. Et le septième, c'est de partager les découvertes collectives. Et dans notre projet, le World Café était un moyen pour échanger et discuter de la bientraitance. Pour mieux l'expliciter
expliciter et en dégager une vision commune auprès d'une diversité d'acteurs. Ces acteurs étaient les résidents aînés eux-mêmes, leurs familles, le personnel médical, administratif et d'entretien, les préposés aux bénéficiaires, les intervenants en loisirs et les dirigeants. Ça veut dire toutes les personnes concernées par la bientraitance, eux, ils ont été conviés à participer au World Café et un comité de pilotage dans chacun des milieux a déterminé combien de personnes participeraient au World Café et les modalités de participation afin d'inclure le plus grand nombre possible de personnes tout en tenant compte des contraintes du contexte organisationnel. La deuxième méthode, c'était les cercles de bientraitance et ces cercles, ils ont été inspirés des cercles de qualité bien connus dans le domaine managérial et utilisés dans le réseau de la santé québécois. Et ces cercles, ils consistaient des rencontres de discussion et de travail pour l'implantation de stratégies de valorisation des pratiques de bientraitance. Ces cercles-là, en fait, ils ont visé le développement d'un projet commun de mise en valeur des pratiques identifiées, des pratiques de bientraitance qui étaient identifiées lors du World Café. Et les cercles étaient composés de 8 à 12 personnes qui représentaient tous les acteurs présents dans le milieu d'hébergement. Et finalement, l'ensemble de cette démarche de valorisation des pratiques qui étaient effectuées dans chacun des milieux, par exemple le choix des outils, les stratégies de prise de décision, le niveau d'implication, etc. Mais ça a tout été documenté et consigné dans des résumés de rencontres qui ont été validés par les autres membres du cercle de bientraitance. La troisième méthode que nous avons effectuée, c'était des entretiens individuels auprès de préposés bénéficiaires. Et 13 entretiens ont été effectués pour ce projet. Ici, on voit la composition de la participation par catégorie de participants. On voit que 17 résidents ont participé. Puis ça, c'était surtout des résidents du RPA, Salisbury de Valleyfield, et du RI, RPA, Maison Mava, parce que les résidents au CHSLD Baie-Saint-Paul étaient quand même en perte d'autonomie importante. On voit aussi la participation de 8 personnes, de proches du résident, 10 PAB, 2 bénévoles, 8 infirmières, 4 représentants de la direction des différents milieux, 4 intervenants en loisirs ou en éducation et 8 personnes qui faisaient partie du personnel d'entretien et de la cuisine pour un total de 61 participants. Au cercle de bientraitance, nous avions aussi une diversité de participants de toutes les personnes qui sont concernées par la bientraitance en milieu d'hébergement. Et nous avions un total de 19 participants au cercle de bientraitance dans les 3 milieux d'hébergement qui ont participé à l'étude. Qu'est-ce que la bientraitance en milieu d'hébergement? Suivant notre recension des écrits, nous avons identifié 3 grands principes sur lesquels la bientraitance en milieu d'hébergement se repose. Le premier est de considérer les personnes aînées comme des sujets dans leur vie et non des objets de soins. Le deuxième principe est que la bientraitance mise sur le fait de valoriser les bonnes pratiques plutôt que pointer la maltraitance pour sensibiliser, encourager le dialogue et susciter l'adhésion des acteurs des milieux de vie. Et enfin, le troisième principe qui sortait de notre recension des écrits, ça consistait à travailler en concertation pour que les multiples dimensions du soin impliquant de nombreux intervenants, le résident et ses proches sur une période prolongée, y concourent aux mêmes objectifs. Cette figure montre la relation entre les principes de la bientraitance que je viens d'expliquer et les dimensions qu'engage sa mise en pratique selon les résultats de notre recension des écrits, encore une fois. Que la figure démontre en fait que pour que les principes soient agissants, la bientraitance se concrétise idéalement à la fois au plan individuel, relationnel, organisationnel et environnemental. Au plan individuel, on parle du fait que ça implique des soins individualisés, adaptés aux goûts et aux habitudes des résidents. Au plan relationnel, c'est entre le soignant et l'aîné et entre tous les acteurs d'un réseau au centre duquel se trouve la personne âgée. Au plan organisationnel, on parle du fait qu'il existe une visée collective dans laquelle s'engage l'institution tout entière. Et au plan environnemental, on parle d'un environnement physique favorable à la bientraitance.
Qu'est-ce que la bientraitance en milieu d'hébergement? Définition formulée par les milieux. Pour nos participants aux collectes de données, la bientraitance, c'est tout ce qui peut favoriser l'autonomie du résident, sa dignité, sa sécurité et son inclusion dans le groupe. La bientraitance, ce sont les gestes ou les activités au sein desquelles les préférences du résident, ses désirs et ses goûts sont pris en compte. Ce sont également des pratiques qui respectent le résident dans sa globalité, qui favorisent son bien-être et qui permettent son implication et sa participation aux activités. Comme l'ont dit les participants, la bientraitance, c'est tout simplement bien prendre soin d'une personne. Elle définit plus concrètement, la bientraitance est vue comme l'interaction entre les attitudes, les actions et les moyens. Les attitudes dont la sensibilité, la flexibilité, la patience, les actions comme les réponses individualisées ou le respect du vécu et les moyens soit techniques ou technologiques. Cette interaction qui est encouragée par un milieu offrant des conditions favorables à son déploiement, comme par exemple le temps ou un climat de confiance ou le travail d'équipe, et le tout qui est soumis à des obligations formelles ou des normes extérieures en cette matière, dont par exemple l'approche milieu de vie, la certification des RPA, la loi 6.3 contre la maltraitance et le plan d'action contre la maltraitance. Nos participants ont indiqué également que la bientraitance s'adresse tant aux résidents, aux proches qu'au personnel et est soutenue par la perception commune que le milieu d'hébergement est un milieu de vie. D'abord, la recension des écrits a fourni des exemples concrets de pratiques qui concordent avec les principes de bientraitance, même s'ils n'utilisent pas nécessairement cette notion. C'est le cas de plusieurs approches globales utilisées au Québec qui mettent de l'avant le respect des préférences et des choix individuels, l'importance de la relation de soins ou l'optimisation de l'environnement et du potentiel résiduel. Dans le même sens, mais de manière encore plus concrète, les exemples de pratiques de bientraitance ressortis dans le World Café dans nos milieux à l'étude peuvent se classer en deux catégories de pratiques, individuelles et organisationnelles. Les initiatives individuelles et les pratiques organisationnelles ont été nommées lors des World Café. Ensuite, les détails sur ce que ces initiatives et pratiques procurent, apportent ou favorisent ont été précisés lors des rencontres des cercles. Nous commencerons par les initiatives individuelles. Nous en avons recensé plusieurs et nous vous en présenterons 3. Chercher le plus possible une réponse aux demandes spécifiques, l'humour et soigner la beauté des personnes. Pour ce qui est de l'initiative individuelle, chercher le plus possible une réponse aux demandes spécifiques. Cela favorise la connaissance des préférences, la compréhension des besoins, le respect des goûts et des préférences, l'amélioration du confort et l'amélioration de la qualité de vie. L'humour entre les résidents et entre les employés et les résidents favorise une meilleure communication, le maintien de bonnes relations, l'intégration sociale, la diminution de l'anxiété et l'amélioration de la qualité de vie. Enfin, le fait de soigner la beauté des personnes favorise le renforcement de la dignité, la connaissance et le respect des préférences, l'intégration sociale et la compréhension des besoins. Je vous présenterai maintenant 2 extraits de verbatim qui proviennent des entrevues individuelles auprès des préposés aux bénéficiaires qui illustrent les initiatives individuelles. Des fois, on y met de la crème, des petites affaires de même, juste pour que la résidente soit bien dans sa peau. Puis souvent, on lui dit des petits commentaires, des compliments et que ça la rend heureuse, puis bien dans sa peau. Juste de faire les lits comme d'une autre façon, ben ça les rend heureux. Quand tu vois du linge, tu le serres. Des fois, ça prend pas grand-chose. Comme là, je viens d'aller donner une douche, puis la madame a voulu que je lui mette de la crème sur les jambes parce qu'elle allait se sentir bien. J'ai mis de la crème sur ses jambes, puis c'était pareil comme si je venais de lui donner un char. Elle était vraiment contente. Des fois, des petits riens du genre, ils font qu'eux autres, c'est tellement important pour eux. C'est incroyable. Nous verrons maintenant 3 pratiques organisationnelles. Le parrainage entre un préposé et un résident favorise l'intégration et adaptation au milieu de vie, la connaissance des préférences, le respect des différences et l'inclusion sociale. L'implication des résidents dans des activités, telles que le fait de distribuer des journaux ou organiser les activités sociales, favorise la connaissance et respect des goûts et des préférences, la reconnaissance et la valorisation des capacités résiduelles, le respect de l'autonomie, le maintien de bonnes relations et la participation sociale. Enfin, la fiche de préférence remplie à l'arrivée favorise la connaissance et le respect des goûts et des préférences, la reconnaissance des capacités, une meilleure communication, la compréhension de leurs besoins, le respect de l'autonomie et l'amélioration du confort et de l'intégration au milieu.
Quels sont les obstacles au développement de ces pratiques? Les obstacles et en fait les conditions favorables aux pratiques de bientraitance en milieu d'hébergement ont été identifiés au sein des World Café, les cercles de bientraitance. Ils se sont avérés plus ou moins les mêmes dans les 3 milieux à l'étude. Il y avait des obstacles au niveau de l'organisation du travail, dans le cloisonnement des corps de travail, par exemple le manque de vision globale des besoins de la personne sur 24 heures ou un manque de concertation et de communication entre le personnel, aussi le manque de ressources, le manque de personnel et le temps. Il y avait les règles de sécurité appliquées de manière rigide et à tous indistinctement et les règlements et procédures, dont les changements fréquents, les redditions de comptes excessives. Au niveau du personnel, les obstacles étaient les attitudes du personnel. Par exemple, ceux qui ne donnaient pas la chance aux résidents d'être autonomes ou qui ne respectaient pas leur intimité ou leur bien. Les obstacles concernant le travail d'équipe étaient le manque d'informations sur les résidents, ce qui favorise les préjugés envers les résidents et le manque de communication et de suivi des situations. Et par rapport aux résidents et les familles des résidents, les obstacles concernaient les exigences parfois nombreuses des résidents ou les familles absentes, ce qui rendait difficile la compréhension commune d'une situation ou des besoins des aînés. Quels sont les obstacles au développement de ces pratiques de bientraitance selon les PAB, les préposés aux bénéficiaires? Les obstacles relevés par les PAB ont été longuement explicités dans le contexte des entrevues individuelles. Pour les PAB, il y avait plusieurs contraintes, dont les contraintes d'organisation du travail, par exemple la stabilité des équipes ou la demande de temps supplémentaire, aussi la pression du collectif, par exemple la tension au sein de l'équipe, où il avait identifié aussi les conséquences individuelles possibles, par exemple des investissements ou des blessures physiques, et finalement la coordination des ressources, par exemple la priorisation du travail technique ou le faible ratio PAB résident. Ces 4 réalités, selon les PAB, mais ils s'influencent mutuellement et sont interdépendantes des 4 principaux obstacles susceptibles de compromettre la bientraitance. Le manque d'employés, la surcharge de travail, l'intériorisation de la conscience collective et les pressions vécues. Le temps, ça constituait l'enjeu central selon les PAB et ça rappelle la prédominance de la régulation des temporalités sur la bientraitance. En fait, les PAB qui ont participé ont déploré un système qui les expose à une double contrainte. D'un côté, la demande de s'adapter aux résidents, de respecter leur rythme, désir et leur autonomie, et de l'autre côté, les priorités institutionnelles orientées sur la productivité et l'efficacité. Or, les participants ont affirmé qu'on ne leur fournit pas les conditions organisationnelles nécessaires pour atteindre les normes de bientraitance prescrites par le milieu et en dépit des bonnes intentions des PAB, plusieurs normes gouvernementales, comme par exemple les règles de sécurité appliquées de manière uniforme à tous, ils limitent la pleine réalisation de la bientraitance. En outre, ces normes imposées aux préposés aux bénéficiaires, ils ne correspondent pas toujours à leur définition de la bientraitance, ce qui les amène à contourner certaines règles allant jusqu'à faire passer les intérêts de leurs résidents avant les leurs. Un dernier obstacle aux pratiques de bientraitance qui a été identifié était au niveau sociopolitique, puisque, par exemple, le manque de préposés aux bénéficiaires conduisait à des situations de maltraitance. Ça peut être associé à la faible reconnaissance sociale et politique de leur métier. En plus de la nécessité d'un contexte sociopolitique qui soutient la reconnaissance et la valorisation de la bientraitance, nos participants ont identifié les conditions gagnantes suivantes. Au niveau de la direction, l'engagement de la direction, il y avait une gestion efficace des horaires, la réceptivité face aux suggestions et la reconnaissance des gestes bientraitants du personnel. Et on voit dans l'extrait d'une de nos entrevues que la direction, son appui, c'était très important par rapport aux conditions gagnantes au développement des pratiques de bientraitance. Il y avait aussi l'engagement des résidents qui a été identifié parmi des conditions gagnantes au développement des pratiques de bientraitance, dont la bientraitance envers le personnel, la volonté des résidents de s'intégrer et la coopération des résidents avec le personnel.
Au niveau de l'environnement, les conditions gagnantes identifiées étaient un environnement adapté, avec le matériel adapté disponible, avec un accès facile et rapide à la médication. Il y avait aussi un environnement propre et spacieux qui est identifié comme les conditions gagnantes au développement des pratiques de bientraitance, et nos participants ont également identifié l'utilisation de la musique pendant les heures de repas comme des conditions gagnantes. Il y avait finalement le travail en équipe entre le résident, le personnel et la famille qui étaient parmi les conditions gagnantes, ce qui voulait dire le partage et la transmission d'informations, la communication, par exemple parler pour régler un problème. Il y avait l'entraide entre préposés afin de mieux répondre aux besoins des résidents, et il y avait l'entraide entre les résidents et le personnel qui faisait partie des conditions gagnantes. Le choix d'une pratique à mettre en valeur au sein des cercles de bientraitance s'est fait à partir de la liste des pratiques bientraitantes nommées dans le World Café. Lors de la première rencontre des cercles, nous avons discuté ensemble des pratiques identifiées afin de choisir une pratique bientraitante qui ralliait tous les participants du cercle. Le choix de cette pratique devait tenir compte de son effet mobilisateur dans le milieu et répondre aux conditions favorisant la bientraitance identifiées dans le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées pour 2017-2022. Une fois la pratique de bientraitance retenue, il s'agissait de déterminer comment la mettre en valeur. Le choix de la stratégie pouvait prendre 1 à 2 rencontres, selon le temps imparti à chacune des rencontres. Sur cette diapo, vous voyez quelques exemples de stratégies de valorisation d'une pratique bientraitante, telles que par exemple la production d'une affiche ou d'un dépliant avec son lancement, la création d'une mini-pièce de théâtre et sa présentation, la production d'une capsule vidéo et son lancement, et enfin la rédaction d'un article de journal. Cette diapo présente les stratégies de valorisation des pratiques bientraitantes dans 2 de nos 3 milieux d'expérimentation de la démarche. La production d'un document synthèse que vous voyez sur votre droite et d'une affiche que vous voyez sur votre gauche. La démarche de mise en valeur des pratiques bientraitantes que nous avons proposée mérite d'être adoptée dans les milieux d'hébergement, et ce pour au moins 3 raisons. La première, elle est simple, concrète et à la portée de tous. La seconde, le fait de discuter ensemble, les résidents, les familles, le personnel et les gestionnaires, de ce que la bientraitance laisse une marge d'autonomie, de création et d'adaptation aux personnes concernées pour mieux intérioriser, partager, appliquer ou bénéficier de la bientraitance. La troisième, le fait de se mobiliser pour choisir quelles pratiques de bientraitance mettre en valeur dans ce milieu contribue à valoriser ces pratiques, mais aussi les personnes et les milieux qui collaborent à sa mise en œuvre. Nous verrons maintenant les conclusions et les pistes de solutions. Il convient de continuer à discuter et à évaluer la pertinence du concept de la bientraitance pour comprendre ce qu'il permet de mettre en évidence. Ensuite, de mettre en place les conditions favorisant des initiatives ou des projets qui viennent du milieu pour prendre en compte les recommandations des personnes qui reçoivent et dispensent des soins. Également, accorder un rôle décisionnel et continu aux personnes aînées dans le développement des politiques et des programmes concernant l'hébergement. Enfin, développer une approche comme la démarche proposée par cette recherche, permettant le repérage des pratiques bientraitantes relevant de dimensions personnelles, relationnelles, organisationnelles et environnementales. Le guide pratique pour appliquer la démarche est disponible sur le site du CREJOS. Vous pouvez également consulter le rapport et son résumé qui ont été publiés sur le site du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Le mémoire de maîtrise de Madame Anne Mirand est disponible sur le site de l'Université Laval. Il y a également un mémoire intitulé La bientraitance des personnes aînées, ce qu'elle signifie et ce à quoi elle nous engage, qui a été présenté dans le cadre de la consultation pour le renouvellement du plan d'action de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées pour 2022-2027. Enfin, plusieurs articles scientifiques sont à venir. Ce projet a été financé par le programme Action concertée du Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Les partenaires de cette action concertée étaient le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous voulons les remercier pour leur soutien. C'est ainsi que se termine cette capsule. Merci beaucoup pour votre attention.